Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre et nous avons un tout nouvel épisode de l'invité du Trendstalk pour vous. Je pense que tant qu'on était dans l'ombre des États-Unis, qu'ils étaient notre protecteur, qu'on était un peu le vassal des États-Unis, c'était une chose qui fonctionnait bien, qui nous allait très bien. Aujourd'hui, ce qu'il y a de vrai, qui est disruptif, qui... On l'a senti à commencer avec Trump, mais qui a aussi perduré, disons, un peu plus loin, c'est que l'Europe, petit à petit, doit prendre ses propres responsabilités. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef du Trends Tendance, reçoit le docteur Laurent Alexandre, investisseur et expert en intelligence artificielle, en compagnie de Jérôme van der Bruggen, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Degroof Petercam. 40 minutes de débat animé pour comprendre l'impact et les enjeux de l'élection de Donald Trump pour l'Europe. L'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Alors justement, première question pour vous, Laurent. Et alors, on le sait bien, tous les trois, la plupart des Européens, sauf peut-être Viktor Orban et Robert Fico en Slovaquie, la plupart des gens auraient voulu que ce soit Kamala Harris qui gagne. Alors, j'ai envie de vous faire réagir à une citation de l'ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud. Alors, c'est une citation qui veut dire que finalement, pour les Européens, il n'y aurait peut-être pas eu de grands changements si ça avait été Kamala qui avait remporté la chose. Et alors, il disait... Trump nous claquera la porte sur les doigts et c'est vrai que Harris, elle, sera plus polie. Elle fermera la porte en nous disant au revoir. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, la concurrence avec les États-Unis et les problèmes géopolitiques vont être plus importants avec Trump au pouvoir qu'avec Kamala Harris. D'ailleurs, dans un secteur qui est crucial pour l'avenir, comme l'intelligence artificielle, Trump a déjà déclaré qu'il allait supprimer les limitations au système d'intelligence artificielle que Joe Biden avait implémenté sous forme d'un executive order, d'un décret présidentiel. Cet été, Joe Biden voulait contrôler très fortement les gros systèmes d'intelligence artificielle, entraînés avec plus de 100 000 milliards d'opérations à virgule flottante, et ça, Trump va le faire sauter et il va donner une liberté quasi totale aux géants de l'intelligence artificielle. Donc rien que sur cet exemple, on voit que l'Europe va être confrontée à davantage de difficultés industrielles et technologiques avec Trump qu'elle l'aurait été avec Kamala Harris. Alors on va en parler dans quelques instants, notamment sur la déréglementation et le rôle qu'aura à jouer ou pas à jouer Elon Musk, dont vous suivez la carrière de très près. Là, je regarde Jérôme. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la victoire de Donald Trump, c'est la victoire du capitalisme plutôt américain, dans le sens où on le voit bien, aux États-Unis, la croissance se porte bien, le taux de chômage est très faible, on sait que, vous êtes bien placé pour ça, que les grandes sociétés technologiques sont made in USA, et de l'autre côté, on se retrouve avec une deuxième puissance économique qui est la Chine, mais qui ne va pas très bien. Et puis nous, on a notre fardeau, et qui est aussi une chance pour d'autres, évidemment, c'est notre modèle social. On le voit bien avec les fermetures d'usines automobiles, avec Michelin encore récemment qui a annoncé qu'il allait fermer 2 usines en France, Volkswagen qui, pour la première fois de son histoire, fermerait même des usines en Allemagne. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un seul modèle qui fonctionne, c'est le modèle américain ? Moi, ce qui me frappe sur ce modèle, et chaque fois qu'on a des élections, c'est la même chose depuis qu'on les suit très près, c'est qu'ils arrivent, les Américains, à donner un mandat très clair à la personne qu'ils élisent au moment où ils l'élisent. Donc en 2016, Donald Trump est élu, il a le Parlement totalement avec lui. 2020, Biden est élu, il a le Parlement totalement avec lui. Et cette année, Donald Trump vient d'être élu et il y a des chances pour qu'on ait un red sweep, c'est-à-dire de nouveau, Donald Trump pourra contrôler aussi, enfin son parti contrôlera toutes les institutions. Et ce que ça donne aux Américains, ce que ça donne au président, mais ce que ça donne au pays, c'est une audace dont nous ne pouvons pas faire preuve. Parce que chaque fois qu'un président vient avec des lois, elles peuvent passer, un programme peut être vraiment mis en place. Et M. Biden a aussi eu l'occasion de mettre un vrai programme économique qui a transformé son pays, commencé à transformer son pays. Et on va avoir la même chose avec Trump. En Europe,
on n'est pas capable de faire ça. Et je pense que c'est ça qui nous met en retard par rapport à ces puissances. Alors, en rebondissant sur ce que vient de dire Jérôme, je regarde à nouveau Laurent. Est-ce que ça ne redonne pas vie, ce que vient de dire Jérôme, à l'ancienne phrase attribuée à Henry Kissinger, qui est décédé il y a quelques mois de cela, et qui disait à l'époque, quand je veux appeler quelqu'un aux États-Unis, je sais qu'il faut appeler la Maison-Blanche. Si en Chine, je veux avoir un interlocuteur, j'appelle Pékin. En Europe, on ne sait pas qui il faut appeler. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'il a le pouvoir exécutif, il a la Maison-Blanche, notre ami Donald Trump, il a le pouvoir législatif, il a le Congrès, déjà le Sénat et sans doute la Chambre, et il a aussi le pouvoir judiciaire, tandis que nous, on est divisés. Oui, et puis on est encore plus divisé parce qu'il n'y a pas de défense européenne. Il n'y a qu'une seule nation en Europe depuis le départ de l'Angleterre qui a la bombe atomique en Europe, c'est la France, et elle n'est pas prête de le partager avec Bruxelles. L'éclatement militaire, géopolitique est extrêmement fort, il n'y a pas d'alignement géopolitique, et puis Bruxelles, pour le dire méchamment, même si je suis pro-européen, est technologiquement et géopolitiquement une couille molle. C'est-à-dire, il n'y a aucune vision stratégique, aucune vision industrielle. En matière d'intelligence artificielle, le texte qui a été sorti par Thierry Breton, l'AI Act, est suicidaire. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus pour donner plus de pouvoir aux géants de l'intelligence artificielle californiens. Le texte qui a été concocté par Bruxelles, il est sympathique, il est bisounours, il est bienveillant, mais il donne un avantage énorme aux géants californiens. Ils ne pouvaient pas rêver d'un meilleur texte pour défendre leurs propres intérêts, puisque l'Europe, en matière d'intelligence artificielle, s'est auto-émasculée. C'est auto-castré avec un texte complètement con et suicidaire. Donc l'Europe est une couille molle, très éclatée, on ne sait pas où est le pouvoir, et ce que disait Kissinger dans les années 70 est toujours vrai, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de voie européenne, parce qu'il n'y a pas de vision industrielle et technologique, et puis parce qu'il n'y a pas de vision géopolitique, puisque l'Europe est complètement éclatée. Ce qui, alors que Trump pourrait décider d'affaiblir l'OTAN ou de se retirer à terme de l'OTAN, pose un énorme problème au moment où l'Ukraine n'arrive même plus à tenir ses positions, malgré l'aide importante de Biden à l'Ukraine, qui pourrait demain être diminuée par Trump. Alors, Jérôme, ce que dit Laurent, finalement, ça revient aussi à une ancienne phrase qui est assez connue, qui a fait le tour, je dirais, de tous les réseaux sociaux, c'est qu'on disait toujours qu'avant, aux États-Unis, on innove, les Chinois copient, aujourd'hui, c'est même plus le cas, ils innovent aussi, et nous, on réglemente. On fait le RGPD, c'est à ça que fait allusion, j'imagine. Et les AI Act. L'acte sur l'intelligence artificielle, qui est le texte, Digital Market Act, qui est le texte le plus con qui ait été écrit par Bruxelles depuis pas mal de décennies. Laurent est excessif, Jérôme ? Je pense que tant qu'on était dans l'ombre des États-Unis, qu'ils étaient notre protecteur, qu'on était un peu le vassal des États-Unis, c'était une chose qui fonctionnait bien, qui nous allait très bien, qui a d'ailleurs un peu été aussi le facteur de notre succès, juste après la Deuxième Guerre mondiale et de l'essor économique que l'Europe a connu. Aujourd'hui, ce qu'il y a de vrai, qui est disruptif, qui, on l'a senti, a commencé avec Trump, mais qui a aussi perduré, disons, un peu plus loin, c'est que l'Europe, petit à petit, doit prendre ses propres responsabilités. Et c'est vrai que ça peut être une énorme opportunité pour l'Europe, de tout à coup se dire, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, je dois, de mon côté, avoir une politique de défense, une politique industrielle, terminer mon marché commun, avoir une vraie réponse, être au milieu entre les États-Unis et la Chine et avoir ma propre identité. C'est difficile pour l'instant de l'imaginer, parce que tout ce que dit Laurent, en fait, est assez vrai. Beaucoup de choses nous divisent. Cela étant dit, moi, je pense que c'est l'opportunité pour l'Europe de sortir. Alors, est-ce que justement, et ça rejoint, je crois, le titre d'un éditorial des Échos en France, on disait que le moment Trump, c'est le crash test pour l'Europe. C'est-à-dire, on l'a vu par le passé, l'Europe, elle n'avance que quand elle a un ennemi commun. Staline après la Seconde Guerre mondiale, Poutine en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine, ou l'ennemi invisible, le Covid, et elle n'avance que quand il y a des crises. Est-ce que c'est une opportunité pour nous d'enfin bouger ? Nous n'avons pas forcément aujourd'hui, nous n'avons plus forcément les outils pour redécoller. Si on prend deux branches industrielles importantes où l'Europe avait un magistère et avait une position de leader. Vous allez me dire l'industrie automobile. Les télécoms et le spatial. Ariane était de très loin le premier lanceur de satellites dans le monde. Cette année, Ariane a envoyé un satellite. Musk en a envoyé des centaines et des centaines et des centaines, et il possède 75% des satellites autour de la Terre, ce qui alimente le business model de Starlink, qui est une filiale à 100% de SpaceX. Deuxième exemple, les télécoms.
il y a 20 ans, l'Europe avait un quasi-monopole mondial sur les téléphones. Le seul Nokia, le finlandais Nokia, lui tout seul, construisait 55% des téléphones portables mondiaux. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en Europe qui fabrique des téléphones portables. L'industrie des télécoms européennes a disparu, alors qu'elle est devenue géante aux États-Unis et en Corée avec Samsung et avec Apple. Et on voit bien le monopole sur les systèmes d'exploitation que les Américains ont avec Android et puis iOS de Apple. Dans ces deux branches, qui sont des branches d'avenir extrêmement importantes, l'Europe a disparu, alors qu'elle était de loin le numéro 1 mondial il y a 20 ans. Donc pour redémarrer, ça va être très compliqué car l'Europe a pris un retard énorme dans la plupart des branches industrielles du futur. En biotech, elle n'est nulle part. En IA, elle a 20 ans de retard. En data scientist, elle a 20 ans de retard. En cloud, elle a 20 ans de retard. Et la marche pour rattraper notre retard n'est pas facile à prendre. Le seul budget recherche d'Amazon, pour Amazon Web Services, qui est le leader mondial du cloud, est de 72 milliards de dollars chaque année. L'Europe est incapable de fournir le 10e de cet effort pour développer une industrie du cloud. Donc notre retard aujourd'hui n'est pas forcément rattrapable et les Européens n'ont pas compris les conséquences en termes de revenus et en termes de croissance. Le produit intérieur brut par habitant en Europe aujourd'hui, il n'est pas loin d'être seulement la moitié du PIB par habitant américain, alors même que nous étions à parité, la Belgique, la France et l'Allemagne, il y a 25-30 ans. Oui, ça s'est fait en 30 ans. Alors, Jérôme, moi quand j'écoute Laurent, j'ai envie je caricature, de me suicider, parce qu'en l'écoutant, je résume, l'Europe est sortie de l'histoire. De l'histoire technologique, en tout cas. Oui, mais enfin, quand même, c'est l'avenir. Et il y a quelqu'un qui est venu d'ailleurs sur ce plateau il y a un an, à la main, qui disait, mais finalement, si ça continue comme ça, il l'a dit déjà il y a 20 ans, l'Europe va devenir un immense musée à ciel ouvert, visité par les classes moyennes chinoises. C'est un peu ce qu'il dit d'une autre manière. Mais le constat, c'est Laurent, peut-être exagéré. Le fait. Je pense que je vais m'instaurer ici en tant que défenseur du modèle européen, si je peux une seconde. Il le faut. On le sait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et avons-nous la capacité de rebondir? On a quand même un appareil industriel qui n'est pas totalement moribond, notamment dans l'automobile, dans la chimie. Je sais qu'il est certainement mis à mal par ce qui se passe en Chine, mais certainement, aujourd'hui, beaucoup de gens continuent de préférer une voiture européenne, une voiture américaine, par exemple. Et les Américains qui, eux, ont comme projet de se réindustrialiser, c'est quand même ça la grande tendance de ces dernières années, mettons même déjà depuis Trump, et puis accéléré avec Biden, les Américains ont décidé de se réindustrialiser. On se rend compte que le modèle économique où, en fait, les industries étaient extrêmement séparées, où on dépendait les uns des autres, n'est plus vraiment tenable. Et dans ce jeu-là, je pense que l'Europe a très clairement une carte à jouer. Elle a certains endroits où elle a de l'avance, notamment sur ses ambitions en termes d'énergie renouvelable, aussi le pourcentage d'énergie qui est produit par du renouvelable, et aussi c'est déjà un début d'appareil législatif tentant à reverdir l'industrie. Si l'Europe veut jouer cette carte, elle peut le faire. Et les institutions ne sont pas contraires à ça. Parce qu'une des choses que nous avons quand même finalisées ces dernières années, c'est une architecture monétaire qui est terminée, avec une banque centrale maintenant très clairement à la manœuvre. On a vu pendant le Covid sa capacité d'intervenir, sa capacité de aussi aider les États et les investisseurs à financer les besoins de financement, comme exactement le font les États-Unis. Les États-Unis n'utilisent pas un autre appareil financier que celui-là. On a des marchés financiers qui doivent encore être plus intégrés, mais sur lesquels on peut déjà se baser. Donc, c'est pas comme s'il y avait rien. Il y a moyen de rebondir à partir d'ici. Alors, il y a moyen de rebondir à condition qu'on le fasse pas en ordre dispersé. Or, ces dernières années, on a l'impression que chacun essaie de tirer la couverture à soi. On le voit bien avec les Allemands, par rapport à la Chine, parce qu'ils avaient plus à perdre si on prenait des mesures de rétorsion à l'égard de la Chine. Est-ce qu'on va aller en ordre dispersé aussi vis-à-vis des États-Unis? On a vu le premier à avoir tweeté pour féliciter notre ami Trump de son élection, c'est Emmanuel Macron. Je ne sais pas si à la régie on pourra montrer la couverture de The Economist. On dit très clairement que l'Europe est face à un danger mortel avec Macron qui est en une. Laurent? L'Europe est en danger mortel. D'abord parce qu'elle est incapable d'assurer sa défense face à la Russie. Incapable, à part la France,
à cause de l'arme atomique, mais il n'est pas du tout certain que la France partagerait la couverture atomique en cas de retrait des Américains. On n'est pas du tout sûr que le président français ferait la guerre à la Russie si la Russie envahissait les pays baltes ou la Pologne. On n'en est absolument pas certain. Rien ne le garantit. Rien ne le garantit. Et donc, géopolitiquement, l'Europe va rester éclatée et fragile. Et sur le plan industriel, le travail pour rattraper notre immense retard, il est important. Et l'Europe a une caractéristique. Par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine, oui. et par rapport aux États-Unis. Au niveau industriel. Notre retard technologique, il est important. Notre retard industriel dans les industries d'avenir, il est immense. En biotech et en intelligence artificielle, on a entre 10 et 20 ans de retard en Europe. Notre problème aujourd'hui, c'est que les autres pays galopent et nous investissons trop peu dans les technologies du futur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons autant de retard. Le rapport Draghi montre très bien que 50%, on en parlait tout à l'heure, de la recherche et développement privé en Europe est consacrée à la filière mécanique automobile, alors que 85% de la recherche et développement privé aux États-Unis est consacrée à l'intelligence artificielle, au big data, aux biotechnologies et à la génétique. C'est-à-dire on met l'argent là où il faut pas. La quasi-totalité de la recherche américaine est centrée sur les industries du futur, qui croissent très vite. Et la quasi-totalité, enfin la majorité de la recherche et développement européenne est consacrée à une filière qui décroît en argent. La part de la branche mécanique automobile décroît en Europe, alors que la partie IA, biotech, elle explose aux États-Unis. Donc les États-Unis financent des industries qui croissent super vite, et l'Europe finance des industries en plein déclin, sur lesquelles elle a technologiquement un énorme handicap, parce que la voiture autonome électrique du futur, elle utilise beaucoup de batteries qui viennent principalement de Chine, et puis beaucoup d'intelligence artificielle qui ne sont pas produites non plus en Europe. Donc la part de la valeur ajoutée dans la construction d'une automobile dans les années qui viennent risque de tomber à 30-40%. C'est-à-dire une partie minoritaire, la partie intelligence artificielle sur la voiture autonome et la partie batterie étant le plus souvent importée de Chine et des États-Unis. Donc oui, sortir de cette situation de dépendance, de retard technologique est possible, mais en faisant un effort énorme. Les pays les plus avancés investissent 3 à 4, 5% de leur richesse nationale dans la recherche. C'est le cas de la Corée du Sud, d'Israël, qui sont à presque 5%, les États-Unis à 3,2%. L'Europe du Sud, elle est à 1% du PIB investi en recherche. L'Europe, globalement, investit trop peu dans la recherche. Et donc, ce retard s'accumule et l'Europe a beaucoup de mal à se dire la vérité. En 2000, l'Europe avait défendu l'agenda de Lisbonne. L'Europe avait, d'un point de vue très martial, expliqué qu'en 2010, l'Europe serait le leader technologique et scientifique du monde. C'est du temps de Barroso. Rien de tout ça n'est arrivé. 2000 est le début de l'effondrement technologique de l'Europe. Donc il faut que l'Europe arrête de se mentir à elle-même et qu'elle fasse un bilan réel, sincère, lucide de ses faiblesses pour pouvoir rebondir. Alors justement, ce bilan de ses faiblesses, on l'a fait cette année, à travers 2 anciens premiers ministres italiens ou un président du Conseil, Enrico Letta, le rapport Letta, et Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale. Donc on sait à peu près ce qu'il faut faire. On a foutu les 2 rapports à la poubelle. Et personne n'en a tiré les conséquences. Alors si Jérôme peut s'exprimer, est-ce qu'on ne va pas les ressortir maintenant, puisque Trump est aux portes de la Maison-Blanche et qu'il va falloir... Les solutions, elles sont là. Ce qui manque, c'est l'exécution. Effectivement, je pense que c'est ce qui doit être d'abord la preuve que l'Europe y réfléchit, c'est que le président français a quand même sorti des phrases très fortes sur l'Europe en danger de mort. C'est pas une phrase anodine venant de n'importe quelle personne sans influence. Donc très clairement, les questions sont en train de se poser. Je pense que d'abord, l'Allemagne doit sortir du marasme politique dans lequel elle est aujourd'hui. C'est clairement avec une coalition qui est en train de se fissurer aujourd'hui. Qui est en train de se fissurer, qui est en fin de vie. Et c'est vrai qu'on doit attendre que des coalitions se fassent, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure que de ce processus politique à l'européenne puisse sortir quelque chose. Je ne dis pas qu'on n'a pas un désavantage par rapport à cette audace dont sont capables les États-Unis, dont je parlais tout à l'heure. Je dis simplement que si on examine l'état de l'Europe aujourd'hui, c'est pas fichu. Je pense que c'est pas un constat qu'on peut faire. On peut pas partir de ça. Ces rapports sont là. Pendant la crise du Covid,
L'Europe a pris quelques mesures très audacieuses. C'est vrai qu'on voudrait qu'elle aille encore plus loin, avec des très gros plans de financement et, comme je le disais, une banque européenne prête à mettre la main au panier. Je ne vois pas pourquoi l'Europe ne serait pas capable de construire sur ses acquis développés à ce moment-là. Alors, en tant qu'Européen, j'aime écouter Jérôme, j'aime ce discours-là. En même temps, comme dirait Macron, puisqu'on va parler de lui, il vient de sortir, je crois, une phrase en disant que l'Europe, en gros, c'est des herbivores entourés de carnivores. C'est la réalité. On est des bisounours gentils, sans testostérone, dans un monde bourré d'hormones mâles. Donc effectivement, ça ne se passe pas très très bien, ni sur le plan géopolitique, on voit bien ce qui se passe avec notre allié ukrainien, ni sur le plan industriel et technologique. Alors moi aussi, je suis un optimiste, moi aussi je suis un pro-européen, mais enfin je ne peux que constater que l'Europe est en déclin technologique accéléré dans toutes les technologies du futur. Il n'y en a pas une seule où on progresse. On est mort en intelligence artificielle, on est mort en informatique, on est ridicule en big data et en cloud. On est mort en microprocesseurs. On est incapable de fabriquer des microprocesseurs en Europe. Incapable. Pendant que Nvidia et puis TSMC fabriquent chaque jour des microprocesseurs plus performants. Les dernières puces de Nvidia comportent sur chaque puce 208 milliards de transistors. L'Europe est incapable de faire ça. Donc il faut prendre d'acte. Et qu'NVIDIA investit dans l'IA de Elon Musk. Elon Musk prévoit d'investir 75 milliards de dollars dans l'IA, les futures versions de Grok d'Elon Musk. Exactement. Donc aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer le travail nécessaire pour rattraper notre retard technologique. Il faut que les Européens comprennent quelque chose. Au-delà des discours mensongers, de déni de réalité ou mythomaniaques, la réalité, c'est que pour que l'Europe participe aux nouvelles industries du futur, il y a 30 ans de boulot pour qu'on rattrape une partie significative de notre retard. Pas 5 ans. Une grosse génération. Pas 10 ans. Très grosse génération. 30 ans. En cloud, il est exclu que l'Europe existe sur le marché du cloud en moins de 20 ans. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, 72 milliards de budget recherche et développement d'Amazon, l'Europe ne va pas rattraper ça en 6 mois avec sa bite et son couteau d'un claquement de doigts. Donc aujourd'hui, sortir du déni est nécessaire parce que l'écart technologique entre l'Europe et les États-Unis est beaucoup plus important que les citoyens de l'Union l'envisagent. Laurent, pour éviter quand même que la plupart des téléspectateurs n'aillent se suicider juste après cette émission, on a quand même une boîte secrète, et c'est toi-même qui as fait allusion. Une boîte avec 4 lettres, ASML. Oui. C'est quoi cette boîte secrète ? L'Europe, quand elle investit, l'Europe, quand elle travaille, peut avoir des jolies réussites technologiques. ASML est la boîte qui est un spin-off à l'origine de Philips, qui est située à Eindhoven, et qui fabrique la quasi-totalité des automates qui fabriquent les microprocesseurs. Alors, ASML ne fabrique pas de microprocesseurs, mais fabrique les machines qui permettent de fabriquer les microprocesseurs. Chaque machine vaut entre 250 et 490 millions de dollars. Pièces, nécessite un avion entier pour être transporté, ça fait la taille de plus d'un autobus, et chaque machine comporte 100 000 pièces. Ce sont des petites merveilles technologiques, c'est d'ailleurs la seule vraie jolie boîte de technologie en Europe, et elle est à 80 km mais qui pourrait bloquer l'industrie américaine. Oui, mais on voit bien que si les Européens décidaient que ASML n'exporte plus ses machines vers les États-Unis, le parapluie nucléaire américain, le parapluie nucléaire de l'OTAN disparaîtrait. Le chantage militaire des États-Unis serait immédiat. Donc nous ne pouvons pas nous opposer à notre papa militaire que sont les États-Unis en matière technologique. Parce que comme nous ne sommes pas indépendants militairement, et que pour nous défendre face à la Russie, nous avons besoin des États-Unis, si on fait l'exception du parapluie nucléaire français, on ne peut exercer aucun chantage technologique. Mais cette même fragilité existe aussi aux États-Unis vis-à-vis de l'île de Taïwan pour les semi-conducteurs. Oui, sauf que TSMC est en train de construire des usines aux États-Unis, puisque les États-Unis, ayant peur d'être trop dépendants de Taïwan, notamment en cas d'invasion, ont exigé que TSMC installe 2 usines de microprocesseurs dans le sud des États-Unis. Alors Jérôme, comment a réagi la bourse ou les marchés financiers jusqu'à présent par rapport à l'élection de Trump ? Alors peut-être que c'était déjà pricé dans les prix. Et alors ce qui intéresse surtout les téléspectateurs, c'est est-ce qu'il faut vendre l'Europe et acheter les États-Unis ?
La réaction initiale de tous les marchés était plutôt, enfin, l'Europe et les États-Unis, si on les prenait, était plutôt un soulagement, parce qu'on avait un résultat clair et que, si vous vous souvenez, avant les élections, on parlait d'élections qui auraient été contestées. Si Mme Harris était arrivée tout juste à avoir les États importants au fil du rasoir, on sait que l'autre camp n'aurait pas hésité à contester, demander qu'on recompte dans certains des États. Le fait qu'en fait le résultat ait été tellement clair et très vite a donné en premier lieu un soulagement. L'Europe, au moment de l'annonce des résultats, ouvre en hausse. Mais bien vite, l'Europe se dégonfle parce qu'effectivement, on se rend compte que toute une série des politiques que M. Trump veut mettre en place pour être très néfaste pour l'énergie renouvelable, dont nous avons quelques très gros acteurs, l'automobile, dont nous avons quelques très gros acteurs, certaines banques aussi qui ont des actifs, par exemple au Mexique. Le Mexique sera très défavorisé par les politiques que M. Trump mettrait en place. Le peso mexicain a baissé, donc certaines banques espagnoles ont perdu de la valeur. Et très vite, donc, les marchés européens terminé dans le rouge, alors qu'aux États-Unis, la tendance haussière s'est perpétrée tout au long de la journée. Le marché a terminé sur un plus haut. Et les secteurs qui ont été les plus favorisés sont les secteurs un peu de l'industrie lourde. Pas nécessairement les secteurs technologiques. Il y en a quelques-uns qui ont bien réagi. La défense qui va en profiter. Je ne sais pas, un Airbus, il va souffrir, mais un Thales va peut-être gagner des... Oui, mais je reviens vers ce qui se passe pour l'instant en Europe et aux États-Unis, c'est que tout le monde veut se réindustrialiser. Oui, on investit en technologie et c'est incontestable que les États-Unis ont un énorme avance d'un point de vue technologie, IT, microprocesseurs, intelligence artificielle, mais il y a aussi autre chose que les Américains veulent faire. Ils veulent amener de l'industrie lourde dans leur pays, ramener toute une série de choses qui sont produites en Chine dans leur pays, tout comme l'Europe. Et donc, ce sont des secteurs qui bénéficient de cette tendance à la réindustrialisation américaine qui font bien. Donc, c'est les secteurs de l'acier, c'est les secteurs financiers qui, grâce à la régulation, vont pouvoir refinancer tout ça. Ce sont les banques régionales. Voilà les secteurs qui sont... Oui, mais donc, ça plaide quelque part pour la cause de notre ami Laurent, dans le sens où, voilà, je ne suis pas industriel, mais imaginons que je le sois. En Allemagne, je me dis que non seulement mes produits vont être bloqués aux frontières avec des taxes de 10-20% de droits de douane, et qu'en plus l'énergie va être moins chère. Elle l'est déjà aux États-Unis, elle va peut-être l'être encore davantage. Et en plus, Donald Trump veut diminuer l'impôt sur les sociétés. Je prends mes valises, si je puis dire, et je m'installe aux États-Unis, non ? Oui, bien sûr. C'est le grand danger. C'est le grand danger. On voit bien le mouvement amorcé par Michelin. Michelin explique très bien que ses coûts de production en Europe sont 2 fois plus élevés qu'en Asie et aux États-Unis. Et c'est pour ça que Michelin ferme 2 usines en France. La désindustrialisation... Mais là, il sauve surtout la concurrence des pneus neufs chinois qui sont moins chers que les pneus d'occasion. Que les pneus d'occasion rechappés en France. Mais on a là un problème plus général, on a un coût de l'énergie qui est très élevé parce que la politique énergétique de l'Union européenne est totalement stupide. Elle n'est pas centrée sur la décarbonation, mais elle est centrée sur le pourcentage d'énergie renouvelable, ce qui est sans issue, compte tenu de l'interminence des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la réindustrialisation de l'Europe, elle n'est pas possible si le coût de l'énergie ne baisse pas, c'est-à-dire si Bruxelles ne change pas sa politique énergétique, et si l'Europe ne participe pas au développement de la robotique intelligente qui se profile. Musk a l'intention de fabriquer 100 millions de robots humanoïdes super intelligents chaque année. 100 millions chaque année. Avec une partie importante de ces robots qui seront des robots industriels polyvalents. C'est-à-dire des robots ayant l'intelligence d'un ingénieur, travaillant 24 heures sur 24 et remplaçant des techniciens et des ouvriers industriels. Cette nouvelle industrie qui se dessine aux États-Unis, notamment parce que Musk est très très proche du président Trump, va poser un énorme problème de compétitivité à l'Europe, car on va avoir une très très forte redistribution des cartes. Or, les États-Unis sont, de façon incontestable, les leaders de l'intelligence artificielle, les leaders de la robotique et les leaders de la robotique intelligente. Alors, Jérôme, quand j'entends ça, alors évidemment, je ne suis pas expert en actions et en marché financier, j'ai l'impression, comme au casino, je mets tout sur la case États-Unis et presque rien sur la case Europe, c'est exagéré, j'imagine. Alors, en tant qu'investisseur, c'est clairement ce qui est en train d'arriver. Quand vous regardez la capitalisation boursière des pays développés, donc le MSCI, qui est l'indice boursier qui suit ça, MSCI World. C'est l'indice mondial. L'indice mondial. Indice mondial, mais MSCI World
exclut les marchés émergents, juste pour forcer le trait, 74% de la capitalisation boursière de cet indice, ce sont les États-Unis, avec l'Europe et le Japon qui sont beaucoup plus faibles, enfin qui sont toujours là, mais avec des poids beaucoup plus faibles. Donc c'est clair que la grosse tendance de ces dernières années est venue des États-Unis. Mais attention, qu'elle est venue surtout par ces entreprises dans la technologie. Donc, à elles seules, ces entreprises technologiques, les grosses capitalisations boursières représentent le gros de la valeur qui a été créée aux États-Unis. Quand on regarde l'ensemble des autres entreprises, le Russell 2000, par exemple, il pèse quelque chose comme c'est 3500 milliards, alors que le S&P 500, c'est 35 000 milliards ou 40 000 milliards. Ouais, enfin, donc sans commune mesure. Sans commune mesure. Et on sait bien que ce S&P 500 est peuplé de cette entreprise gigantesque. Donc le reste de l'industrie ou des entreprises américaines n'est pas très fortement capitalisée, n'est pas beaucoup mieux valorisée que le reste, elle n'est pas beaucoup plus performante qu'ailleurs. Oui, la force technologique des Américains est là, et pour autant que tout soit à miser sur l'intelligence artificielle, oui, c'est eux qui vont clairement gagner. Mais s'il y a d'autres choses à faire que l'intelligence artificielle, s'il y a d'autres processus industriels à mettre en place, en fait, on part à armes égales par rapport aux États-Unis. Mais comme la tech est de plus en plus importante en pourcentage, globalement, nous nous affaiblissons. Il faut savoir que la seule capitalisation boursière de Nvidia, les microprocesseurs Nvidia, est supérieure au DAX allemand ou au CAC 40. Oui, c'est exactement. Une seule entreprise américaine dépasse toute la bourse de Francfort et toute la bourse de Paris. Donc c'est vrai que la tech a beaucoup cru, parce que c'est un secteur très rentable et qui croît très fortement. Et on voit qu'aujourd'hui, la totalité de la valeur boursière de la France ou de l'Allemagne est ridicule par rapport aux entreprises de la tech américaine. Alors justement, voilà, c'est intéressant. Vous plantez le décor tous les deux. Est-ce qu'on n'est pas entré... Alors, est-ce qu'on n'a pas quitté le marché ? Est-ce qu'on n'a pas quitté le libéralisme pour entrer dans une économie de la prédation ? C'est-à-dire, chaque fois vous faites allusion à l'une ou l'autre boîte qui sont en monopole ou en oligopole. Est-ce qu'on n'est pas entré dans ça, et notamment sous l'instigation d'un certain nombre de têtes pensantes de la Silicon Valley, je pense à Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, qui a notamment financé et qui a poussé dans les bras de Trump son colistier, c'est-à-dire son vice-président. Il a écrit un bouquin qui s'appelle From Zero to One, de 0 à 1, et il disait « Competition is for losers ». Ils sont en train de gagner, c'est-à-dire en fait, ils sont en train de construire des monopoles. Donc on n'est plus dans du libéralisme. Alors il se trouve que l'économie de l'intelligence artificielle est une économie assez fortement oligopolistique. Oui. Pour une raison simple, c'est que les coûts fixes pour faire de l'IA sont considérables. On estime aujourd'hui que pour entraîner une seule IA, il faut dépenser 10 milliards de dollars par run d'entraînement. Pour une seule IA, 10 milliards de dollars de coût fixe initial d'entraînement du modèle. On pense qu'on pourrait monter à 100 milliards de dollars de coût fixe d'entraînement pour chaque modèle d'intelligence artificielle. On voit bien qu'avec des niveaux de coût fixe aussi importants sur l'entraînement de l'intelligence artificielle, qui est le cœur de l'économie du XXIe siècle, on peut pas en avoir on peut pas avoir 14 acteurs dans le Brabant wallon ou en Flandre. On a forcément un oligopole, car le coût d'entrée, la barrière à l'entrée est considérable. Il faut savoir que cette année, Mark Zuckerberg aura dépensé plus de pognon en achat de microprocesseurs chez Nvidia en une seule année pour entraîner sa nouvelle intelligence artificielle, Llama 4, que le gouvernement américain a dépensé entre 42 et 45 pour fabriquer la bombe atomique pendant le projet Manhattan. C'est-à-dire une seule année de microprocesseurs pour Mark Zuckerberg, c'est plus en monnaie constante, en dollars constants, que les 4 années de programme nucléaire américain pour faire la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. Ça montre à quel niveau de coût fixe on est. On est à des niveaux de coût fixe énormes. Donc en matière d'intelligence artificielle, il ne peut pas y avoir plus de 5 ou 6 acteurs mondiaux. Donc effectivement, on est dans un oligopole qui confine au monopole. Oui, mais la traduction de tout ça... Et l'Europe n'existe pas là-dedans, bien sûr. Elle n'existe pas, parce qu'évidemment, l'oligopole se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Alors, je regarde Jérôme, c'est-à-dire que l'argent va aller à ceux qui ont déjà de l'argent. Donc, à mon avis, encore pendant quelques années, on va parler des 7 magnifiques et autres. Elles vont rester ces actions incontournables. Je parle de Nvidia, Tesla, Google, Apple, Meta et les autres. En tout cas, c'est vrai que la croissance qu'elles ont aujourd'hui... donc quand on regarde
pôles de croissance les plus forts pour ce genre d'entreprise, c'est évidemment la fabrication de ces microprocesseurs, mais aussi c'est toute la technologie du cloud, qui sont la partie de Microsoft et la partie de Google et même d'Amazon qui croît plus vite, à 30% par an, et qui est en fait l'endroit où se passe toute cette intelligence et toute cette recherche. On ne peut pas imaginer que ça s'arrête tout de suite, ça c'est sûr. Alors on a cité plusieurs fois son nom, Elon Musk, qui d'après certains commentateurs de la presse américaine est le véritable vice-président de Donald Trump et non pas J.D. Vance, même s'il vient aussi du secteur technologique. Quel va être le rôle, je regarde là plutôt Laurent, puisque c'est un peu son domaine, mais Jérôme, n'hésitez pas. Quel va être le rôle d'Elon Musk? On a dit que ça va être le monsieur déréglementation. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis, j'ai lu quelque part, je crois que c'était une déclaration qu'il a fait au Madison Square Garden, en disant qu'il allait essayer de diminuer 2000 milliards, réduire les coûts. Mais quoi? C'est-à-dire, il va virer tous les fonctionnaires américains? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il n'est pas certain que Trump confie à Musk des responsabilités gouvernementales et notamment un ministère, un secrétariat d'État à la simplification administrative et à l'efficacité gouvernementale, ça n'est pas certain. Et pas sûr que lui en veuille aussi. En veuille, parce que déjà qu'il travaille beaucoup et qu'il est surexcité, je ne suis pas sûr qu'il puisse avoir un deuxième métier, et puis il faut quand même qu'il gère tous ces business qui sont des business très compliqués. Mais l'avantage qu'il va avoir, c'est que la plupart de ces business sont des business qui ont besoin d'autorisation gouvernementale et qui ont besoin du soutien du gouvernement fédéral. La voiture électrique, la voiture autonome a besoin d'autorisation gouvernementale. On ne peut pas avoir des voitures autonomes sans une autorisation étatique. Le voyage sur Mars, la colonisation de Mars, suppose une autorisation gouvernementale. Ces implants intracérébraux, les implants Neuralink, qu'il veut implanter dans le cerveau de 100% de nos enfants dans les années qui viennent. Et la semaine dernière, il a même déclaré que le coût des implants va tomber au prix d'une montre et qu'il faudra à ces robots Neuralink seulement 10 minutes pour implanter les microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants. Ça nécessite une autorisation gouvernementale, de la FDA. Ces robots Optimus vont nécessiter des autorisations également pour être mis dans les usines, pour être mis dans la rue, pour remplacer les chirurgiens, etc. Donc, la quasi-totalité des business d'Elon Musk nécessite la bienveillance des pouvoirs publics. Et certains pensent que, grâce à son amitié avec Trump, ses principaux business, qui sont très dépendants des autorisations gouvernementales, vont être boostés. On envisage que dans pas très longtemps, sa fortune soit passée de 300 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars. Il est déjà l'homme le plus riche du monde. Il pourrait devenir, cette fois-ci, encore plus riche, même s'il est aujourd'hui Laurent Alexandre nous donne le tournis avec tous ces chiffres. Mais en filigrane, Jérôme, ça signifie que il va peut-être déréglementer, mais au détriment, ou je dirais, des conflits d'intérêts. Alors j'avais un ancien prof de droit qui disait qu'en Belgique, on réglait les conflits d'intérêts en mettant les conflits de côté et en gardant les intérêts. J'ai l'impression qu'il est très, très belge aussi, notre ami Musk, pour ça. Mais ça signifie quoi, par exemple, pour Tesla? J'ai vu que le cours de Tesla a augmenté. En bourse, on ne se pose pas ces questions. On se dit, il est proche du pouvoir, donc toute la constellation Musk... Mais la valorisation boursière de Tesla prend déjà en compte le futur de la voiture autonome. Course dans laquelle ce n'était pas nécessairement Tesla qui était la mieux engagée. C'était plutôt Waymo, la voiture, ou le projet de Google. Et donc le fait que maintenant, peut-être que Musk puisse avoir un avantage sur Google peut expliquer l'évolution du cours hier de Tesla. Ce serait dommage d'ailleurs que les Américains ne prennent pas la meilleure technologie. Alors, Jérôme, on parlait de déréglementation sur le plan technologique avec Elon Musk, mais ce sera une déréglementation à tous les niveaux. On sait déjà, par exemple, que le secteur bancaire aux États-Unis est moins réglementé qu'en Europe. Oui. D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu quelques faillites à un moment donné qui ont quand même fait trembler la bourse, et comme quoi ils sont moins contrôlés que chez nous. Mais visiblement, ils ne veulent pas de ce contrôle. Et là, avec Trump, ils vont être servis. Oui. Alors, concrètement, puisqu'on s'occupe de marché financier, c'est un danger pour les banques européennes. Pour les marchés en général, la raison pour laquelle on a eu ces grosses difficultés lors de la faillite de Silicon Valley Bank, c'est parce que, sous Trump, les Américains n'avaient pas implémenté la réglementation que toutes les banques du monde ont implémentation, réglementant la taille du bilan et surtout la façon dont le bilan est géré. Ils ne l'ont pas fait. C'était vraiment une exception américaine imposée par M. Trump. Et c'est la raison précise pour laquelle Silicon Valley Bank a fait faillite. Et donc maintenant, il est possible que ces réglementations qui avaient été prévues sous Biden soient retardées, et ça pourrait mettre un peu en péril ou en fragilité ces banques régionales. Alors les Américains ont la réponse. Ils ont une banque centrale toute puissante qui viendra sauver le système financier et monétaire
comme d'ailleurs la Banque Centrale Européenne l'a fait. Donc aujourd'hui, ça fait partie de la façon de gouverner, la façon de gérer un pays. Cela étant dit, cette déréglementation a certains impacts positifs, mais parfois peut avoir des impacts négatifs. Oui. Un mot rapide sur la Chine. Si la Chine est bloquée dans ses exportations, ou en tout cas freinée dans ses exportations, puisqu'on parle de droits de douane pour l'Europe de 10-20%, mais de 60%, voire plus pour la Chine, est-ce que l'Europe pourrait être le déversoir des produits qui n'auront pas pu être vendus, exportés aux États-Unis? C'est le gros risque pour l'Europe. C'est vrai qu'à court terme, ça pose, disons, un risque presque de désinflation, pour ne pas dire déflation sur l'Europe. La raison pour laquelle la Banque Centrale Européenne est très clairement avide de pouvoir continuer à faire baisser les taux d'intérêt. Cela étant dit, là-dessus, il y a peut-être un espoir, c'est que les Chinois mettent en place, ils sont en train de se réunir maintenant, un énorme plan de relance pour doper, stimuler la consommation domestique. Dans ce cas, ils pourraient absorber une partie de ces excédents qui sont en route pour l'Europe, et ça rendrait ces problématiques pour l'Europe un peu moins fortes. Laure, on termine cette émission. Alors, je sais que tu as l'habitude de jouer un peu le rôle du canari dans la mine, c'est-à-dire de faire peur aux gens, mais dans le bon sens du terme, pour qu'ils se bougent. Qu'est-ce que tu dirais à nos téléspectateurs, téléspectatrices, et notamment par rapport aux enfants de ceux qui nous regardent? Elon Musk a déclaré le 29 octobre dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, à Riyad, dans 1000 jours, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Préparez vos gamins à ce monde. Préparez vos gamins à ce dépassement du cerveau humain par l'intelligence artificielle. Donc soyez malins sur l'éducation que vous donnez à vos enfants. Réfléchissez aussi à la façon dont vous allez réorganiser vos entreprises quand vous êtes cadre ou quand vous êtes dirigeant d'entreprise, parce que la révolution de la robotique hyper intelligente qui arrive va transformer profondément le monde industriel et le monde économique. Beaucoup d'entreprises vont prospérer, celles qui auront développé la robotique intelligente, beaucoup vont disparaître, beaucoup vont clapoter. Il vaut mieux faire partie des gens qui sont proactifs et qui se préparent à cette révolution de la robotique hyper intelligente plutôt que de crever la gueule ouverte dans quelques années parce qu'on n'aura pas pris le virage. Donc, pour vos enfants, réfléchissez bien à l'éducation que vous leur donnez. Pour vos entreprises, soyez vigilants. Il va y avoir beaucoup de casse, mais aussi beaucoup de beaux succès dans le monde économique et industriel. Les États-Unis, en se réindustrialisant dans la technologie, creusent l'écart avec une Europe toujours plus affaiblie par les coûts énergétiques. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Z sur 7. Il n'y aura pas d'épisode ce lundi, mais on se retrouve dès mardi pour l'info à ne pas manquer. Baptiste Lambert reçoit Bernard Keppen pour évaluer l'impact de cette élection sur l'Europe. Mais en attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Le Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique fournit aux entreprises un guide pratique pour renforcer leur cybersécurité grâce à des mesures réalisables qui augmentent la résilience aux cybermenaces. Cyber Fundamentals est basé sur des cadres et des normes internationaux largement utilisés. En mettant en œuvre les contrôles tels que la sécurité des réseaux, le contrôle d'accès et la réponse aux incidents, les organisations peuvent réduire efficacement leurs cyberrisques. Le cadre aide les entreprises à obtenir une vue d'ensemble sur leur niveau de sécurité actuel et fournit un plan d'action clair pour mettre en œuvre des améliorations. En outre, il facilite la mise en conformité avec les exigences légales. En mettant l'accent sur la sensibilisation et la formation des employés, Cyber Fundamentals favorise une culture de la sécurité au sein de l'organisation, ce qui permet d'améliorer la cyber-résilience. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.